une conférence maintenant avec professeur Philippe Bobola, qui a beaucoup de diplômes dans plusieurs matières, ce qui est très intéressant parce qu'il fait le lien dans tous ces domaines. Doctorat donc en physique, doctorat en biologie, anthropologue, psychanalyste, professeur, auteur de nombreuses publications, conférencier international et créateur de l'école L'Unité des Savoirs, du savoir donc à Lyon, qui est donc une école ouverte à tous les chercheurs de sens. On va voir, extraordinaire. Donc voilà, donc Philippe va nous faire une conférence ce soir sur la pensée traditionnelle et la science moderne, une voie de convergence, point d'interrogation. Voilà, merci Philippe d'être parmi nous. Merci à vous. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Généralement, ça va faire. Ah oui, mais ça fait rien. Bonsoir à tout le monde. Donc c'est moi qui vais clôturer ce colloque. Alors je vais essayer de faire des liens avec tout ce qui a été dit, parce que finalement, en ayant mon parcours, parce que tout le monde a résumé son parcours, au départ j'ai fait de la physique théorique, donc formé aux équations, et assez rapidement je me suis rendu compte que les équations, ça ne permettait pas de comprendre le vivant. D'ailleurs on l'a bien vu avec les travaux de simulation des pandémies à l'Imperial College. Voilà, c'est une façon de manipuler, puis en plus on a fait de la modélisation. Ensuite, j'ai essayé de comprendre c'était quoi le vivant. Donc j'ai repris les études de biologie, mais j'ai jamais quitté mon esprit de physicien. À chaque fois que j'ai abordé une nouvelle discipline, j'ai gardé mon esprit de physicien, mon esprit de biologie, donc ça m'a amené à l'anthropologie, parce que j'écoutais les chercheurs, et puis quand ils parlaient de la santé, etc., je voyais que la rationalité qu'ils pouvaient mettre dans leur travail, elle était complètement éclatée quand ils prenaient des prises de position personnelles. C'est ce qu'on appelle de la rationalisation. L'homéopathie ne peut pas fonctionner, ça contredit le nombre d'Avogadro, etc., même au Collège de France. Alors, ça m'a amené à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait un occidental. Et je me suis dit, je vais devenir anthropologue, donc ça m'a amené à vivre auprès de peuples dits traditionnels, Racine, Premier. Et je me suis rendu compte qu'on avait une vision du monde radicalement différente. Et d'une certaine façon, tout ce qui a été dit sur l'homéopathie, la mécanique quantique, les états de conscience modifiés, etc., c'était un petit peu ça qu'on trouvait dans les sociétés dites traditionnelles. Alors, je ne vais pas revenir sur la physique quantique, puisque Emmanuel Rutherford l'a fait remarquablement bien. Je vais simplement revenir sur des points forts de la physique quantique, et puis on essaiera de faire le pont avec autre chose. Alors, déjà, petite définition des peuples traditionnels. Alors, il y a à peu près 300 millions de peuples dits racines. Alors, on appelle un peuple racine un peuple qui vit là où vivaient ses ancêtres, sur 77 pays. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est la notion de site sacré. C'est très difficile. Alors, j'ai fait un entretien, vous pouvez le trouver sur le net, avec un béninois sur les forêts sacrées. Alors, il y a une loi que les peuples traditionnels ont, c'est que tout objet incarné, vivant ou inerte, a une double existence. Vous retrouvez ça chez Platon aussi. C'est-à-dire qu'une plante, elle existe ici, dans le monde incarné, que les anthropologues appellent le monde de la réalité ordinaire, le monde dans lequel nous vivons, mais simultanément, elle existe dans un autre espace-temps sous une forme informationnelle. Ce qui fait que notre espace-temps d'incarnation est couplé à un autre espace-temps, qu'on pourrait appeler l'espace-temps invisible, sacré, vous l'appelez comme vous voulez. Donc quand un peuple traditionnel considère qu'une forêt est sacrée, il va honorer, il va faire des rituels pour cette autre dimension dans l'espace-temps invisible. Alors, suivant les peuples traditionnels, alors tous les peuples traditionnels, ça fait partie de ce qu'on appelle un invariant, considèrent que notre espace d'incarnation est couplé à un autre espace-temps invisible. Alors effectivement, les sons, les danses ont pour but
d'aller chercher les informations dans cet espace-temps. Et on peut dire qu'un chaman, c'est un individu qui est l'intermédiaire, l'intercesseur entre le monde de l'incarnation, l'espace-temps dans lequel nous sommes, et le monde invisible. Alors on pourrait presque en déduire une théorie, d'ailleurs. Chaque objet a une double existence. Et vous retrouvez ça en Égypte, puisque dans le livre des morts égyptiens, vous savez qu'il était personnalisé, mais il y avait une partie invariable. Il est dit, le commencement de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés, équilibrés l'un par rapport à l'autre, qui engendrent une nouvelle forme de vie. Ils appelaient ça le cas. Alors, on retrouve ça curieusement dans la physique quantique. Alors, il y a différentes interprétations, hein. La physique quantique a toujours été vérifiée expérimentalement, mais les interprétations diffèrent. Alors, Feynman disait « Je pense pouvoir être bien placé pour dire que personne ne comprend la physique quantique. Ne vous demandez surtout pas comment cela est-il possible, vous descendriez dans des profondeurs infernales dont nul n'est jamais remonté, nul ne sait pourquoi il en est assis. » Et il donnait comme conseil à ses collègues « Tais-toi et calcule ». Alors, vous avez, je ne sais pas, Manuel est revenu sur la fameuse expérience des fentes dites de Jung. On envoie des photons, alors maintenant c'est raffiné un par un, qui vont passer à travers un obstacle où il y a deux fentes très fines, et derrière il y a un obstacle. Et on s'aperçoit que passer un certain nombre d'envois, sur l'écran on a d'abord un impact corpusculaire, et puis passer un certain nombre d'envois, on a sur l'écran des interférences. Alors on appelle l'interférence la rencontre de deux rayons qui vont donner un phénomène ondulatoire. Et on s'aperçoit que les photons sont envoyés un par un, donc il y a un photon invisible. Il est où ce photon invisible? Ce qui a fait dire à Paul-Adrien Maurice Dirac, qui était un des pères fondateurs de la physique quantique, que le photon interfère avec lui-même. Alors, chaque objet ayant une double existence, ce que nous vivons, si on prend par exemple les peuples de la Sierra Nevada qui vivent en Colombie, ils sont sur une montagne qui s'appelle la montagne Santa Maria. Voilà. Eh bien, ils considèrent que l'espace-temps invisible, c'est à Luna, et on a pollué cet espace-temps. Et si on dépollue cet espace-temps, il n'y a aucune raison que les choses ne s'arrangent pas. Donc il faut inverser la cause et l'effet. Nous sommes dans l'effet d'une cause invisible. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, des fois, en inversant la cause et l'effet, on a une révolution. Par exemple, est-ce que c'est le Soleil qui est au centre de notre système solaire et la Terre qui tourne autour, l'héliocentrisme, ou c'est l'inverse, le géocentrisme? On a simplement permuté la place du Soleil et de la Terre. Ça change tout. Si vous êtes dans le géocentrisme, vous voyez la Terre comme le centre du monde. Si vous êtes dans le géocentrisme, vous voyez que la Terre est une planète importante puisqu'on l'habite, mais ce n'est pas non plus le centre du monde. Et on pourrait multiplier les informations. Est-ce que le gouvernement nous veut du bien? Par exemple. Alors, deuxième chose, et ça nous permettra de faire un petit pont. Alors, pour expliquer complètement l'homéopathie, il faut faire appel à une forme un petit peu plus élaborée de la physique quantique, qu'on appelle la théorie quantique des champs. Effectivement, il y a des physiciens italiens, Vitello Preparata, Del Guidis, qui ont fait un travail remarquable à ce moment-là. On parle de cohérence. Et simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans notre monde, les choses sont soumises au ou, l'exclusion. Les choses sont 1 ou 0. En physique quantique, c'est le et qui l'emporte. Et c'est différent, le et. Le et, c'est l'inclusion. Et donc un objet dans notre monde classique, il est ondulatoire ou corpusculaire. Il ne peut pas être l'un et l'autre, ça serait contradictoire. En physique quantique, il est l'un et l'autre. Et selon les expériences, la particule quantique va se présenter sous ses habits corpusculaires ou sous ses habits ondulatoires. Alors ça devient intéressant parce que si effectivement un objet a une double dimension, si vous diminuez, raréfiez la matière, qu'est-ce qu'il vous reste? De l'ondulatoire. Donc l'homéopathie,
c'est exacerber la dimension ondulatoire, d'une certaine façon. C'est la façon la plus simple. Hein. Je ne dis pas que c'est une preuve absolue, mais disons, on va manier la logique que tout le monde peut comprendre. Et donc, diluer, 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 c'est raréfier la matière. Et chez les peuples traditionnels, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1492, outre le fait qu'on a mis la mainmise sur des cultures, c'est qu'ils avaient une autre vision du monde. L'animisme, qu'est-ce que c'est? C'est assigner à un objet une vibration, comme un objet a une dimension vibratoire, et on ne peut pas modifier un objet, parce qu'on va modifier la vibration qui lui est associée, et tout est lié. Ici, on a tous une dimension vibratoire, j'en ai une, vous en avez une. S'il y a une personne qui se lève, qui sort d'ici, on a changé le champ vibratoire. Donc ils ont abandonné le projet de la technologie, on voit bien où ça nous a amené, puisque ça nous a amené vers les technostructures, parce qu'ils avaient conscience qu'on allait aller vers quelque chose qui allait déposséder l'homme, aliéner l'homme, d'une certaine façon, le dénaturer. Alors c'est intéressant parce que on est en train de découvrir une autre vision du monde, et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que notre corps a une dimension vibratoire, ce qu'on n'enseigne pas en fac de médecine. Ah, j'avoue que quand j'ai fait mes études de biologie, je les ai bien emmerdés. Parce que si vous avez une autre vision du corps, de la vie, bah, vous allez soigner différemment. Vous comprenez? Si vous assignez à chacun des organes une dimension vibratoire, vous comprenez qu'on puisse soigner le vivant vibratoire par de la vibration. Sinon, c'est de la pata médecine, de l'hérésie, et vous êtes condamné, vous êtes brûlé comme Giordano Bruno. Voilà. On a ici 2 médecins qui ont fait les foudres de l'obscurantisme. Non. Dans le passé, à un moment donné, j'ai été expert auprès des tribunaux. Alors j'avais gardé un souvenir impérissable. C'était une pédiatre homéopathe qui réglait les problèmes d'allergie des bébés tels que celles que Martine montrait. Et à un moment donné, elle avait lâché l'affaire, elle partait au Canada, elle s'installait ostéopathe. Et elle dit, bah, j'ai simplement obéi aux lois de la physique quantique. Et il y a le greffier qui dit quantique, ça s'écrit avec un Q ou avec un K. Il devait confondre avec le philosophe Kant. On est dans les années 2000. Voilà. Le Conseil de l'ordre avait l'air écroulé, c'est des vieux croulants souvent, mais il avait l'air écroulé, quoi. Quantique, le président a desserré sa cravate, quoi. Vous voulez répéter, madame? Donc on en était là. Alors, rien que ça, c'est intéressant, parce que le fait d'avoir presque un oxymore, vous savez, en français, quand on a deux qualités opposées réunies, la mèche brûlante, l'ignorance encyclopédique, un politicien honnête, un président honnête, vous savez, ces choses-là qui sont... voilà. Ben, ça, on appelle ça un oxymoron. Donc, le monde, il est à la fois matériel et vibratoire. Donc nous, on est plus sensibles au monde matériel, et eux, ils sont plus sensibles au monde vibratoire. Alors avec un collègue, je vous renvoie, Éric Navel, qui est un ancien professeur, maintenant il vient de prendre sa retraite, on a regardé, on s'est dit finalement, une société, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une conception de la matière, de l'énergie, du temps, de l'espace et de la lumière. C'est ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la métaphysique. Bon, ok. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un que vous rencontrez, vous n'allez pas lui dire quelle est ta conception de la matière, de l'énergie, du temps, de l'espace et de la lumière. Non. On a admis, en tant que société, membre d'une société moderne, que la matière était présente, omniprésente, la vibration est anecdotique. Voilà. C'est le domaine des physiciens. Comme disait Jean Rostand, les seuls poètes rémunérés par l'État, c'est plus le cas maintenant. Mais voilà. En fin de compte, pour les peuples traditionnels, ils ont une autre conception du temps, de la matière, de l'espace, de l'énergie. Et surtout, ils font coexister un monde dans lequel on vit, le monde de la réalité visible, avec un monde invisible. Et ça change tout. Alors, par exemple, une plante, bah, elle a une dimension vibratoire. Donc quand un chaman dit « la plante m'a dit », comment on peut traduire ça? Il se met dans un état de conscience dit modifié, et il va rentrer en interférence avec la dimension vibratoire de la plante, et il y a un transfert d'informations. Vous savez qu'on peut, ça serait une hérésie complète pour le Conseil de l'ordre en France, on peut soigner les gens par transfert d'informations. Ça se fait, vous prenez une personne qui a un cancer de la prostate, avec une plante ou un animal, vous pouvez faire un transfert du problème cancéreux, si on prend
comme problème un cancer de la prostate, vers la prostate d'un cobaye, par exemple. Donc ça veut dire qu'ils ont compris que la vie, c'est plus de l'énergie et de l'information que de la matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel a parlé d'intrication temporelle. Et une fois, il y a une personne qui m'a fait comprendre ça. Alors, je savais que ça existait. C'était une personne, suite à une conférence sur la NDE, qui me dit « Voilà, je viens de perdre mon fils, et il m'a dit que le passé, le présent et le futur n'étaient pas séparables, ils sont intriqués. » Et ça m'a fait réfléchir, et je me dis, ben, finalement, les peuples traditionnels, quand ils prennent une décision, ils vont demander aux ancêtres. Donc, ils vont s'intriquer au passé pour faire venir un futur qui est en harmonie avec le passé de la Terre. Qu'est-ce qu'on fait venir actuellement? Le transhumanisme, c'est-à-dire un futur qui n'a rien à voir avec l'histoire de la Terre, ni avec l'humaine nature. Ah, vous avez bien compris que c'est l'obsession d'oligarques qui sont angoissés par la mort et qui veulent recréer une sorte de mythologie où il y aurait les immortels, eux, voilà, et les demi-dieux ou les demi-mortels, ceux qui auront de l'argent, mais pas trop pour atteindre, parce qu'il faut toujours, comme disait Jules Renard, être heureux passe encore faut-il que les autres ne le soient pas. Dans son journal. Donc, on ne va pas donner l'immortalité à tout le monde. Voilà, ça se mérite financièrement. Voilà, il y aura les demi-dieux, puis il y aura les simples mortels comme nous. Donc, le présent est intriqué avec le passé, et on demande aux ancêtres de faire venir, à partir d'une décision, un futur en harmonie avec le passé de la Terre. Donc, nous, on est fascinés par le futur. Vous y avez quelques années, il y avait une pub de Philips qui disait « Le futur, c'est déjà aujourd'hui. » Donc notre attracteur, c'est le futur, nous. Un futur éternellement futur. Leur attracteur à eux, c'est le passé. Donc c'est déjà une différence. Ensuite, ils considèrent que le monde, il est interconnecté. Et il y a une propriété de la physique quantique qu'on appelle les états superposés, où les choses ne sont pas séparées. Et à très basse température, et probablement qu'on montrera que ça existe à des températures plus élevées, eh bien on s'aperçoit que un groupe d'atomes fusionne pour donner une sorte d'atome géant. Et quand vous regardez, d'ailleurs, vous avez certaines cosmogonies, la cosmogonie Samkhya, où on nous parle de ça. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment donné où il n'y aura plus de distance entre les objets au niveau interactif. Il y aura une espèce d'état unifié. Alors les Kogi, qui vivent dans la Sierra Nevada Santa Marta, sur une montagne qui fait 5575 mètres, ils définissent la Terre ainsi. Il conceptualise la Terre comme un immense métier à tisser sur lequel le Soleil dépose sa toile de vie. Et donc le symbole de la vie, c'est le métier à tisser parce que tous les points sont liés aux autres, comme la fleur de vie ou la graine de vie. Donc la vie ne réside pas dans les molécules, dirait un biologiste, elle ne réside pas dans les cellules, dirait un médecin. Un physicien dirait les propriétés physiques d'un matériau ne résident pas dans les atomes ou les molécules, mais dans les interactions, les interrelations que ces différents éléments établissent entre eux.